Ou sinon, tu peux me donner la... Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, on a fait l'enregistrement. Donc, si vous êtes prêts, Eric et Gérard, je vous propose que nous démarrions. Donc, on va déjà accueillir toutes les personnes qui sont présentes. Déjà, on va commencer par vous dire bonjour. Merci d'être là. Donc, je suis Stéphane Roy, psychologue, psychothérapeute et le co-directeur de l'Institut Mimétis. Nous vous remercions d'avoir répondu présent ce soir pour ce nouveau webinaire. Donc, nous sommes ravis d'accueillir pour ce webinaire le professeur Gérard Osterman et le docteur Eric Bardot, qui vont intervenir sur le thème l'erreur apprenante, oser trébucher. Donc, comme les précédents webinaires, hein, le webinaire de ce soir s'inscrit dans la philosophie et la continuité aussi des formations qui sont dispensées à l'Institut, bien sûr, hein, toujours dans un souci, dans un esprit d'ouverture, de complémentarité, de partage, d'échange, d'expérience et de pratique. Donc, bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les formations et toutes les informations qui ont attrait à l'Institut sur le site de l'Institut, www.mimetis.com. J'ai aussi une information importante à partager avec vous et vous rappeler que notre prochain congrès donc, aura lieu du 19 au 21 mars 2026. Il aura lieu au Palais des Congrès des Sables d'Olonne. Et il aura pour thème de la transe psychotraumatique à la transe thérapeutique, la puissance du lien. Donc les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez y découvrir le programme, donc n'hésitez pas à vous tourner, à vous adresser directement à l'Institut pour de plus amples informations. Ce que je vous propose maintenant, c'est sans plus attendre qu'on accueille nos deux orateurs de ce soir, donc à commencer, donc, comme je le disais tout à l'heure, par le professeur Gérard Osterman. Donc, je rappelle que Gérard est professeur de thérapeutique en médecine interne, mais il est également analyste, psychothérapeute. Gérard a plusieurs cordes à son arc, hein, plusieurs domaines de prédilection, et particulièrement tout ce qui touche aux conduites addictives. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il préside l'Institut des conduites alimentaires. Et puis Gérard est également auteur de nombreux livres, articles, chapitres dans le champ de la thérapie et du soin. Et puis ce soir, nous accueillons aussi, bien sûr, le docteur Éric Bardot. Donc, je rappelle que Éric est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, qu'il est directeur de l'Institut Mimétis, formateur de longue date, évidemment, dans le champ de l'hypnose, des thérapies brèves, et plus particulièrement, Éric est le concepteur et le développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels, qui est une approche innovante dispensée à l'Institut Mimétis, qui est vraiment très orientée voilà, en direction de la prise en charge des troubles de l'attachement, des traumas, qu'ils soient développementaux, contextualisés ou encore les traumas complexes. Et Eric est aussi auteur, co-auteur de plusieurs ouvrages, et dont notamment un ouvrage qui s'intitule De l'HTSMA à la thérapie du lien et des mondes relationnels. Donc, comme nous en avons l'habitude, Gérard et Eric vont intervenir sur le thème de ce soir pendant une petite heure environ. Et puis, bien sûr, on laissera aussi une place ensuite à vos questions auxquelles ils pourront répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, si ce soir-là, le chat en lui-même ne fonctionne pas, bah, je vous propose de poser vos questions comme vous et de pouvoir écrire directement dans la rubrique questions-réponses, hein, comme certains l'ont déjà fait tout à l'heure. Et puis, j'irai comme ça regarder régulièrement pour piocher et puiser dans vos questions pour pouvoir poursuivre les échanges après leurs interventions. Et puis, encore une petite chose pour vous rappeler à toutes et à tous que, bien sûr, le webinaire, donc, il est enregistré, donc il est à voir, à revoir sur la chaîne YouTube de l'Institut Mimétis. Voilà, pour l'heure, je vous laisse avec Eric et Gérard. Si à un certain moment, je peux m'immiscer, je verrai pour intervenir et peut-être poser quelques questions, s'il y en a quelques-unes qui me viennent ce soir à Eric et Gérard. En attendant, sinon, je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite un excellent webinaire. Et puis, bah,
Éric, Gérard, je vous laisse la parole. Merci. Merci Stéphane et merci Gérard de partager ce webinaire avec moi et avec Stéphane. L'erreur apprenante à oser trébucher. Alors je vais faire une petite erreur car ma mémoire me fait défaillance. Euh, Erreur apprenante, c'est quelque chose qui est venu par une stagiaire, on dit aujourd'hui une apprenante, euh, dans une formation et qui, quand je me suis mis à parler dans le cadre de la thérapie que les erreurs sont utiles, elle a eu comme mot spontanément erreur apprenante et j'ai trouvé ça très touchant. Et nous avons partagé ce titre en y ajoutant oser trébucher. Et cela pose la question effectivement de la place de l'erreur dans notre culture, la place de l'erreur en thérapie. Et comme tu le sais, étant pédopsychiatre, on oublie toujours un peu que la méthode des essais et des erreurs est ce qui construit nos premières représentations et nos premières sources d'apprentissage dans l'espace sensori-moteur. Voilà, donc ce que je te propose, ben, c'est que nous partagions ensemble ce moment-là et je vais te laisser la parole à partir de là et puis on va pouvoir rebondir ensemble. Ça te va? Ça me va, Eric, bien sûr, et merci et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. D'abord, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup aimé la présentation de Stéphane qui resitue bien, je dirais, le contexte de mimétisme. Personnellement, je considère, et n'en déplaise à ton ego, mais que tu es une figure majeure de la psychothérapie contemporaine et francophone par ton engagement dans la formation, dans la recherche et le développement des nouvelles approches centrées sur le lien, puisque j'ai été formé par toi d'ailleurs en HTSMA, devenu maintenant thérapie du lien et du monde relationnel. Donc, j'ai écrit d'ailleurs un bouquin autour de cette question et j'espère que cette approche sera diffusée. Alors, c'est vrai que euh, l'histoire de ce webinaire, je me rappelle d'une conversation téléphonique qu'on a eue tous les deux. Moi, je revenais d'un congrès à Lausanne, d'un colloque où je faisais une conférence sur l'éloge de la retenue, et Nicolas Nussbaumer, qui est systémicien, et avait appelé, lui, titré son intervention et le colloque, Oser trébucher. Je trouvais que c'était intéressant, quoi, de mettre ça en perspective avec effectivement l'erreur apprenante. Moi, j'ai presque envie de dire que au fond, l'erreur en psychothérapie, c'est une sorte de boussole pour la relation. On pourrait dire également, il y a une revue d'ailleurs de santé mentale qui est parue il n'y a pas très longtemps, qui est remarquable, dont le titre était Oser la relation. Et moi, je le mets aussi en lien avec mon expérience baline qui remonte maintenant à quelques décennies, pardon pour l'âge, mais puisque j'ai été formé au Balint grâce à Michel Sapir et le grand Lucien Israël. Et Lucien Israël nous a laissé un livre remarquable qui s'appelle Boiter n'est pas péché. C'est-à-dire que l'idée centrale, c'est que nos imperfections et nos singularités ne sont pas nécessairement des fautes ou des défauts à corriger, bien au contraire. La question, c'est d'aller à la rencontre et non à l'encontre. Alors, petit mot d'humour, si j'ose dire, avec un de mes humoristes préférés qui était Pierre Desproges, qui disait, oui, le chemin le plus court entre deux points, on pourrait dire entre le patient et le thérapeute, le chemin le plus court est la ligne droite. Ah, il disait, à condition que les deux points soient alignés. C'est remarquable parce que ça touche exactement toute la question de l'accordage sur lequel je reviendrai. Alors, on va parler effectivement de cette dimension de l'erreur en psychothérapie. Et tu l'as dit, Eric, très souvent on a considéré les erreurs, on a été un peu formé ou déformé à ça sous un angle négatif. Et je crois que c'est important d'adopter une perspective plus nuancée, car ce n'est pas uniquement un exercice philosophique abstrait qu'on va vous proposer ce soir, il s'agit plutôt de la façon dont nous apprenons, dont nous grandissons et nous pouvons co-créer avec le patient. C'est vrai qu'on est dans un monde médical qui valorise la rigueur, la performance, la norme, et la psychothérapie nous oblige à une autre posture, je dirais c'est une posture d'humilité. Car l'erreur ne se résume pas à une faute technique, à un écart de conduite, une mauvaise lecture de la situation, non. Je pense que l'erreur, elle est inévitable, structurelle et même féconde. Alors on pourrait dire, oui, mais ok, c'est bien de parler de tout ça, mais comment définir l'erreur? Parce que si on prend les dictionnaires, et j'ai repris les dictionnaires, eh ben, on dit les dictionnaires la décrivent comme l'opposé à la vérité. Ah oui, d'accord. Donc
Il y a un écart par rapport à ce qu'on pourrait appeler la correction. Rappelez-vous de vos copies, je dirais dans le primaire et un peu après, on a des marques rouges sur les pages où il y avait marqué illisible, à refaire, trop d'erreurs, etc. Tout ça, on l'a internalisé, c'est-à-dire que le mot erreur, c'est opposé dans notre représentation. Tu parlais tout à l'heure toi-même de la représentation, de la constitution de notre représentation, c'est opposé à quelque part à la vérité, alors que l'échec, et lui, est opposé au succès. Bon, alors tout le monde peut se tromper, errare humanum est, comme dit le vieux proverbe, mais perseverare diabolicum, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer effectivement comme un échec, hein. Et là, on est peut-être en rapport avec ce que j'appellerais la pauvreté sémantique du mot erreur. Et il y a une phrase qui m'était revenue du Dalai Lama, hein, après tout, on peut avoir des sources différentes, et qui disait que les seules vraies erreurs sont celles que nous commettons à répétition. C'est intéressant quand même. Les autres sont des occasions d'apprentissage. Alors, revenons plus dans ce qu'on est en train d'évoquer ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire oser trébucher dans la relation thérapeutique? Je pense que la relation, et tu le dis dans tes ouvrages, dans tes formations, c'est un lieu, c'est un espace de croissance où le patient et le thérapeute s'engagent, d'où l'idée de la co-construction, dans un voyage de découverte au fond. Et Mm. bien qu'elle soit fondée sur la confiance, le respect et l'empathie, il est essentiel, je crois, de reconnaître que la perfection n'est pas une exigence. En fait, c'est dans les moments de vulnérabilité, justement lorsque le thérapeute est capable de trébucher, que peut-être des opportunités profondes de guérison et de connexion peuvent émerger. C'est simple, à midi, je reçois une patiente qui est professeur de philosophie, enfin qui a été professeur de philosophie, qui a écrit des bouquins de philosophie, je dirais, dont personnellement j'ai du mal même à tout comprendre conceptuellement. Et elle me dit ceci, ce qui est quand même incroyable, quoi. On a déjà quelques séances ensemble. Elle me dit, au fond, je me rends compte que dans ma vie, pendant une longue période de ma vie, je n'étais pas authentique. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi je n'étais pas authentique. Elle me dit, je n'étais pas authentique parce qu'en réalité, je ne ressentais rien à l'intérieur de moi. Donc je cherchais, je faisais des essais pour savoir si quelque chose pouvait rentrer en résonance avec l'autre, avec qui je voulais rentrer en relation. Mais elle dit, mais quelque part, bah, j'étais à côté de moi, d'une certaine manière. Donc, un thérapeute, bah, c'est un être humain, il est irréaliste qui s'attende à ce qu'il soit toujours en possession de toutes les réponses. Trébucher dans la relation thérapeutique, pour moi, ça exige que le thérapeute soit bien sûr conscient de lui-même, qu'il soit capable de réfléchir à ses propres représentations, ses propres préjugés, et donc, ça amène à la posture, je dirais, d'humilité. Donc, euh, j'oserais même emprunter la métaphore de l'artiste, hein. Un bon thérapeute, bon, je suis un peu musicien, mais pas professionnel, hein. Un bon thérapeute, c'est un artiste de la langue ou des langues, on pourrait dire. C'est souvent un jongleur de mots. Mais c'est un musicien au sens où il est comme un musicien d'orchestre, tout en jouant son instrument particulier ou singulier, il est en même temps, il doit être à l'écoute des autres instruments, c'est-à-dire de l'autre, dans un cadre suffisamment contenant qui permet effectivement un travail thérapeutique. Alors, en fin de compte, trébucher dans la relation thérapeutique consiste à quoi? À embrasser d'une certaine manière l'imperfection et comment créer cet espace plus authentique. Alors, si on regarde profondément, un peu plus profondément, de quoi parle-t-on quand on parle d'erreurs en thérapie? Et surtout, que faire de ces erreurs? Est-ce qu'il faut les nier? Est-ce qu'il faut les réparer? Est-ce qu'il faut leur offrir un temps comme un tremplin dans la relation? Alors, je vais faire Stéphane comme Eric, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Je me suis imaginé 5 temps différents. Un, la cartographie des erreurs possibles. Deux, une exploration des causes de ces erreurs. Trois, le rôle clinique que peut jouer l'erreur. Quatre, sur quels appuis théoriques pour penser cette question? Et là, je me référerai à trois grands personnages, j'ai même quatre. Donald Winnicott, Daniel Stern, François Roustan, et j'ajouterai Michael Balint. Donc ça, j'aimerais bien en parler parce que c'est ceux-là qui m'ont vraiment apporté quelque chose, vraiment fondamentalement. Alors, cartographier les erreurs. Ah, oui, il y a des erreurs techniques, hein, celles d'ailleurs qu'on peut repérer en supervision quand on fait un peu de supervision, avec parfois un peu de honte, il est vrai, parce qu'on avait un silence mal placé, une confrontation un peu prématurée. Je pense, et je vais donner quelques exemples, à ce patient borderline à qui j'avais proposé un peu trop vite de mettre des mots sur une angoisse massive. Résultat, il a quitté la séance, et je l'ai vu assez en colère, il a mis quand même 3 semaines à revenir.
Moi, j'étais animé d'un désir de bien faire, mais j'ai pas entendu que le bien faire m'appartenait à moi, mais pas à lui. Voilà. Les erreurs relationnelles, bah, là, c'est le lien même qui vacille. Trop proche, trop distant, trop directif, trop flou. Moi, je me suis toujours interrogé sur la notion de la juste distance, qui pour moi, au fond, maintenant, avec le recul, je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux et les auditeurs, mais je pense que ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Je pense à ce psychiatre toulousain qui s'appelle Tudy Gozé qui dit la question n'est plus celle de la juste distance ou de la bonne proximité. La question, c'est celle de la rencontre de deux paysages subjectifs. C'est pas la même chose. Mon monde propre et celui du patient qui se dévoilent alors dans un espace, on pourrait dire frontalier, qui est celui de la rencontre. Une collègue m'a raconté il n'y a pas longtemps qu'elle avait rencontré un patient qui était très méfiant et qui était venu consulter pour une anxiété chronique. On pourrait même dire aujourd'hui un TAG, un trouble d'anxiété généralisée. Et lors de la première séance, elle lui dit, vous savez, monsieur, ici, vous pouvez tout dire. Il n'est jamais revenu. Trop d'ouverture, trop tôt. L'erreur n'était pas dans les mots, mais dans le moment. Voilà, ça aussi, c'est intéressant. Erreur de posture. Bah, c'est celle qu'on ne voit pas tout de suite. Posture du sursavoir, posture du sauveur, bon, c'est connu, hein, posture du modèle. Ou à l'inverse, posture fuyante, trop silencieuse, qui n'ose pas s'impliquer. Donc le concept d'erreur apprenante, pour reprendre ton terme, s'applique aussi au positionnement du thérapeute. Interprétation trop hâtive, manque d'écoute sur un point clé, intervention contre-transférentielle. Donc c'est pas facile d'accueillir tout ça. Et là, au fond, à moins de faire vraiment des supervisions, des formations, ben, faut reconnaître que quand on sort de 10 ans ou 15 ans d'études médicales, on n'est pas formé à ça. Enfin, c'est bon. Bon. Alors un exemple. Un silence du thérapeute qui déclenche une vive réaction du patient. Le thérapeute comprend qu'il a réactivé une blessure d'abandon, alors l'erreur ouvre à ce moment-là sur un travail de réparation. Je me souviens personnellement d'un moment où je me suis retrouvé à expliquer quelque chose au lieu d'écouter. Là, attention, et François Julien le dit très bien, hein, il ne faut pas que l'explicatif ne recouvre l'exploratoire. J'aime beaucoup cette phrase, parce qu'on est effectivement dans une recherche. On est dans une recherche et une co-construction. Quand on veut expliquer tout de suite, que ce soit une addiction ou ce que vous voulez, ou une douleur, et qu'on est dans l'explication avec notre monde et nos signifiants médicaux, eh bien, on peut être complètement à côté, et là, on a perdu la saveur du lien, si j'ose dire. Et puis enfin, il y a des erreurs fécondes, c'est-à-dire que une interprétation mal formulée, un oubli de séance, un lapsus. Et souvent, parfois, le patient y réagit, il s'ouvre, il se montre différent. C'est-à-dire que là, l'erreur devient événement. Alors, deuxième point, les causes de l'erreur. Bon, je vais aller vite là. Mais peut-être on peut revenir, hein. Je suis prêt à... C'est comme tu veux, Eric, hein. Tu me diras quand on pourra, Ouais, quand je ouais. pourrai prendre. Alors, dans les causes de l'erreur, ce que je vois, c'est d'abord nous-mêmes, quoi. Bon, ça, le thérapeute, c'est pas une machine, hein. Il est fatigué, il peut être distrait, il peut être touché, il peut être, ben, il a ses propres blessures. Et là, je cite Michael Balint. Le malade me touche là où je suis déjà blessé, quoi. Hein, c'est-à-dire que c'est pas par hasard tout ça. Donc, vous avez sans doute tous vécu des moments où un mot du patient vient réveiller une histoire en vous. Et là, sans vous en rendre compte, parfois, vous glissez, vous répondez à votre histoire, mais pas à la sienne. Ensuite, la question, c'est notre cadre théorique. Tout modèle a ses angles morts. Même en télé-MR, enfin, j'imagine, tout modèle a ses angles morts. Un thérapeute qui est centré sur les cognitions risque d'écraser le langage du corps. Un psychanalyste rigide, bien gardien du cadre, mais peut interpréter là où il faudrait simplement accueillir. Et j'ai vu, et pourtant je suis plutôt aujourd'hui orienté sur la thérapie systémique, mais j'ai vu une thérapeute systémicienne refuser par exemple de parler du passé individuel d'un patient en détresse au nom de la neutralité familiale. L'homme n'est plus revenu. Bon, c'est peut-être caricatural, mais il ne faut pas que le modèle devienne une prison en quelque sorte. Ensuite, il y a quand même le poids de la symétrie. Euh, Quand on rencontre quelqu'un, un patient, un client, appelons ça comme on veut, c'est vrai que le mot patient n'est pas adapté et que le mot client est tendancieux. Mais bon, on n'a pas d'autre mot. Quelqu'un vient nous voir, il nous fait confiance, il nous parle. Reconnaissons quand même qu'au début, il vous dit bonjour, docteur Bardot, il y a quand même une relation asymétrique. Mais comment faire en sorte que de cette asymétrie initiale, sur le plan relationnel, on arrive à une posture symétrique, justement dans une co-construction?
Là, je pense que c'est une approche que justement, tu développes à travers, au début, l'HTSMA et maintenant le TLMR. Et puis le transfert, bien sûr, parce que il y a toujours dans une relation transfert et contre-transfert, c'est lié. Et là encore, hein, parfois c'est nos réactions contre-transférentielles qui parlent, avec tous les inconvénients que ça peut entraîner. Donc je crois que l'erreur est un moment clinique particulier. Euh, Quand je dis ça, c'est que l'erreur est donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Eric, c'est pas forcément un dysfonctionnement. Je pense à cette patiente qui était très contrôlante et qui parlait sans cesse de ses enfants, mais elle ne parlait jamais d'elle. Et un jour, un peu fatigué de tout ça, je me suis dit, mais vous là-dedans? Alors là, silence, puis des larmes. Elle m'a dit, enfin quelqu'un qui ose me couper la parole. Ce que je croyais être une erreur et une faute, parce que j'étais un peu fatigué, fut curieusement un déblocage. Comme quoi, on peut être surpris parfois des réactions en termes, je dirais, d'événements cliniques. La Donc, relation, comment? je dis la relation, se construit dans la construction d'un dialogue. C'est ça. Et le dia, c'est bien entre Et, deux. et pour que le dialogue ait lieu, ça nécessite qu'il y ait la construction d'une histoire partagée ou d'un discours partagé. Et je crois que ce qui, à partir de tout ce que tu as dit, j'aimerais aborder, si tu permets, les choses de manière complémentaire, Mhm. euh, parce que quand on parle d'erreur, il y a l'erreur et la représentation de ce qu'est l'erreur. Mhm. Et la représentation de ce qu'est l'erreur, c'est va venir euh, en interaction avec la norme, la culture, le, le familier. Mais l'expérience de l'erreur est une expérience corporelle. Or, et quand je dis corporelle, ce que je veux dire par là, c'est que l'erreur parle de l'ajustement. Je peux reprendre très simplement qu'est-ce que fait le petit quand il a une boîte avec des trous et que ces trous sont des espaces différents et qu'il a les pièces et qu'il va tester Effectivement. pour aller mettre la pièce de manière ajustée, il va répéter, répéter jusqu'à ce que ça passe et que ça ancre. L'erreur, c'est la question de l'ajustement. C'est la question de passer d'une position de jet, d'une position de tu à une position de nous. Et cette position, tu as parlé tout à l'heure d'empathie, de respect, de confiance. Pour moi, ces mots-là, la première chose, c'est quand je rentre en contact avec un patient ou une patiente, ça fait partie des choses qui doivent être en arrière-plan. C'est comment elle se construit l'empathie, comment il va se construire le respect, comment elle va se construire la confiance. Et tout ça porte non pas sur un discours de vérité, de savoir sur ce qui Mhm. est vrai et ce qui est faux, mais sur un discours d'expérience partagée où je vais m'ajuster aux informations en retour que je reçois, les effets de ces informations en retour que je reçois, des réponses de la personne, et comment à ce moment-là, nous allons pouvoir nous synchroniser, et nous synchroniser corporellement. Quelque chose qui m'a frappé, à l'époque où j'ai étudié Milton Erickson, j'avais des cassettes, et une cassette particulièrement parce qu'elle était traduite en français, et j'ai une manière d'étudier les choses qui fait que j'ai la capacité de me mettre à la place d'eux. C'est-à-dire que je me projette dans la peau à la place d'eux. Et ce qui m'a frappé en me projetant à la peau à la place d'Erickson, c'est que justement, quand il émettait des suggestions, et ça va répondre à la question de l'erreur, Mhm. il ne cherchait pas à ce que la personne réponde à sa suggestion, mais qu'il observait comment la personne allait répondre à sa suggestion. Et la suggestion suivante venait s'ajuster à la réponse de la personne. Et que c'est petit à petit comme ça, dans ce travail d'ajustement, qu'à ce moment-là, comme disait Gregory Bateson, l'art d'Erickson, c'était de rentrer dans le système relationnel du patient beaucoup plus que les techniques. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est que la question de l'erreur, c'est d'abord une question expérientielle. Je peux partager, si tu me permets, et je vais te repasser la parole, sur l'expérience que je fais depuis que je suis tout petit. Dans mon histoire, j'ai dû sans arrêt
passé mon temps à essayer de m'ajuster à un contexte dans lequel j'étais en grande difficulté pour m'ajuster. Or, ce que j'ai appris, c'est qu'au lieu de me débattre avec les effets de dissonance, c'est d'utiliser l'expérience de transe pour accueillir, apprendre à accueillir de manière inconditionnelle les effets de dissonance. Et c'est à partir du moment où je réussis à accueillir de manière inconditionnelle les effets de dissonance, donc dans la relation avec le patient, les effets de dissonance, dans ce qui se passe entre nous, et dans cette posture d'accueil, qu'à ce moment-là vont émerger des réponses en direction de l'accordage. Et le jour où j'ai découvert Daniel Stern, mais ça a été merveilleux, puisqu'il dit dans ses expériences que de toute façon, on ne peut que se réaccorder et que la confiance vient dans l'intention de réaccordage quand c'est désaccordé, parce que de toute façon, aucune relation ne peut rester accordée en permanence. Et donc, c'est un peu comme les images de films, hein. On voit un film en déroulé alors que c'est du 24 images secondes. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt en position d'accordage, désaccordage, réaccordage. Et que ce qui va créer le respect, la confiance, l'empathie, ce qui va créer le point d'appui et de faire de l'erreur l'erreur apprenante, c'est-à-dire le changement, c'est justement parce que ça va être une possibilité extraordinaire pour le thérapeute de se réaccorder quand c'est désaccordé. Et là, à ce moment-là, la construction de la confiance, la construction du respect, la construction de l'empathie partagée va pouvoir permettre que se déroule le processus thérapeutique. Si je, Et je si te repasse la je me parole. permets Vas-y, juste d'intervenir pour faire vas-y. la transition et puis très vite, et puis je repasse bien sûr la parole à Gérard. Je me souviens d'une étude ancienne qui parle d'alliance thérapeutique et dans cette étude qui était menée, on interroge un certain nombre de patients sur qu'est-ce qui est pour vous parmi les choses les plus importantes dans une thérapie, une relation thérapeutique. La première chose qui est mise, c'est la création d'un espace de sécurité. Et la deuxième chose qui était mise en avant par les patients, c'était que le thérapeute soit en capacité de pouvoir reconnaître ses erreurs. Là où je veux en arriver, c'est pour dire, dans ce que j'entends, vous êtes en train de dire, l'erreur est modélisante. Tout à fait, Acte du patient. Mhm. tout à fait. Et aujourd'hui même, les dernières recherches en neurosciences montrent que l'erreur et le réajustement amènent des connexions cérébrales spécifiques parce que c'est un modèle d'apprentissage. À partir du moment où tu arrives à te connecter aux effets de l'erreur et que tu accueilles vers quelle forme ça va prendre, quelle direction ça va t'amener, et qu'il y ait une direction de découverte, pas la répétition de l'identique, comme disait Gérard. Mhm. Alors, si je peux là rebondir un peu sur ce que tu évoquais avec Daniel Stern, j'ai eu la chance de faire un bon séminaire avec Daniel Stern il y a quelques années. Et alors, comme tu le sais, si tu l'as lu dans le moment présent, par exemple en psychothérapie, mais dans ces séminaires, c'était encore plus évident, c'est-à-dire que, comme l'a dit Stéphane, l'erreur fait partie intégrante du processus relationnel. C'est pas une anomalie, quoi. C'est une composante Non. dynamique de la rencontre. Oui, Et Daniel Cern, il aimait les métaphores empruntées à la danse. Il parlait d'un ballet intersubjectif avec des micro-régulations. Et tout dans à tout fait. ballet, il arrive qu'on perde le rythme, qu'un pied Oui, glisse, qu'une intention ne soit pas perçue. On va dire il y a un décalage dans le tempo relationnel. Mais ce n'est pas un échec pour lui. C'est juste une matière première pour justement ajuster le lien. Et Stern nous dit que le soin ne réside pas dans la fluidité constante, plutôt que dans la répartition, et là je te rejoins tout à fait, des micro-ruptures, ce qu'il appelle les oui, c'est ça. micro-ruptures. C'est-à-dire, Tout à fait. l'erreur devient un appui pour recréer l'accord. Donc, C'est ça. la réparation, c'est un acte thérapeutique majeur. Alors, bien sûr, il s'appuie sur les travaux de l'attachement, hein, c'est-à-dire qu'il y a des ratés, mais des malentendus, des moments de dissonance. Mais c'est dans la manière de réparer ces dissonances que se construit la sécurité. Parce que quand on dit sécure, d'ailleurs, on ne devrait pas dire sécurité, parce que ce n'est pas lié au sens par rapport au prédateur, c'est davantage au sens d'une vraie quiétude. Et à ce moment-là, je pense que c'est fondamental, ça, que le patient puisse ressentir que là, il y a quelque chose qui s'est installé du côté sécure. Mais par exemple, quand on fait en systémie, je ne sais pas si vous le faites, mais par exemple, c'est un truc très simple, une échelle d'évaluation analogique de 0 à 10. Par exemple, on se rencontre pour la première fois et je vous dis là, Eric,
À combien sur une échelle de 0 à 10 tu te sens suffisamment tranquille, en sécurité intérieure ici? C'est clair que si tu me réponds 10, il y a un truc qui n'est pas normal, quoi. Si tu me réponds 7, ça tient la route. Et si tu me réponds 2, là, je vais m'inquiéter un peu. Mais voilà, ça donne un indice. Et c'est intéressant parce que on le fait repasser quelques séances plus tard et ça redonne une espèce d'évolution, c'est-à-dire ben, l'évolution de la co-construction, quoi. C'est-à-dire que c'est un moment présent, partagé, avec toutes ses fragilités. Et je pense que tu parlais toi-même tout à l'heure, je reprends ton mot, hein, d'affect synchronisé d'une certaine manière. Bah, ces moments, ils sont fragiles, hein, ils passent, hein. Et parfois, parce qu'on a parlé trop tôt, parce qu'il fallait juste s'accueillir, parce que parfois on a interprété trop vite. Donc c'est l'art de la résonance, hein, c'est l'art du réaccordage. Mais bon, c'est pas toujours facile. J'aurais envie de te poser la question, comme à Stéphane d'ailleurs. Dans les moments d'accordage comme ça, au sens de Stern, est-ce que tu peux citer des situations, est-ce que tu as des exemples en tête où tu t'es trouvé à la fois en désaccordage et est-ce que tu peux nous raconter une histoire où qu'est-ce qui a pu réaccorder, quoi? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est uniquement par ton intentionnalité? Est-ce que c'est parce qu'à un moment, tu as laissé un espace pour que émerge quelque chose, justement, des ressources inconscientes, comme l'aurait dit Milton Erickson? C'est quoi, par exemple? Parce que sinon, on en parle un peu en théorie, quoi, mais le but, c'est pas faire de la théorie uniquement, quoi. Hmm. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui et ce que j'ai découvert et qui est fondamental dans ce que j'ai développé d'ailleurs dans la thérapie du lien et des mondes relationnels, c'est que la rencontre au départ n'est pas une rencontre avec une personne, mais la construction d'un espace-temps partagé dans lequel vont se déployer les processus relationnels. Donc toute la question du positionnement, toute la question du langage, du questionnement, c'est a une seule intention, c'est comment créer un espace-temps, comment ouvrir l'espace pour créer un espace-temps de rencontre. Et c'est à partir du moment où c'est en place qu'on peut aller plus dans la singularité du dialogue. Et ça, c'est le jeu de, je vais reprendre, je vais reprendre Milton Erickson, c'est le jeu des trois O, c'est-à-dire d'observer Mhm. comment ça se passe chez la personne, en retour, comment la manière dont ça se passe chez la personne vient me toucher, quelle réponse ça a chez moi, comment je m'appuie sur ces réponses, et comment ces réponses qui vont créer un effet de déséquilibre. Alors, on peut parler de contre-transfert si on veut, mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est Mhm. que s'il y a des effets de contre-transfert, c'est qu'est-ce que ça va amener le thérapeute à faire pour réajuster son propre équilibre d'abord, pour maintenir un espace-temps ouvert. Et c'est à l'intérieur qu'à ce moment-là, la relation va pouvoir se déployer d'une manière telle que ça mène au dialogue. Et ce qui est très important, c'est que dans notre culture, on est dans une culture de représentation et qu'on prend la relation pour la représentation de la relation. Alors que tout l'ajustement, tout le processus qui amène à l'ajustement, aux erreurs, à prendre appui sur l'erreur pour se réajuster, c'est des processus sensorimoteurs, c'est pas du cognitif. Sauf qu'on est tellement saturé par la culture, tellement saturé par la représentation, que l'erreur s'est transformée en faute et en obligation de résultat. Mais il n'y a pas de découverte, il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de curiosité de rencontre de l'autre sans ajustement et sans acceptation inconditionnelle que de toute façon l'erreur est inévitable. Donc ce n'est pas la question de l'erreur, c'est la question de qu'est-ce que l'erreur m'apprend et comment je me réajuste moi. C'est-à-dire que quand je fais ah là il y a quelque chose qui n'est pas OK, c'est comment je prends appui dessus pour réouvrir l'espace-temps, c'est-à-dire me réajuster. Et là, à ce moment-là, petit à petit, la rencontre va avoir lieu. Comment je sais utiliser l'expérience, le témoignage pour rentrer dans une expérience partagée et non pas dans des interprétations sûres, qui, ça, celles-là, de toute façon, vont m'emmener dans le mur. C'est toutes ces questions de ce mouvement et de cette dynamique, et qui d'ailleurs, aujourd'hui, emmène un certain nombre de recherches en neurosciences à montrer que la cognition, elle est d'abord dans la sensorimotricité incarnée. Et c'est de retrouver que l'erreur
Il n'y a pas de découverte, il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de rencontre sans acceptation inconditionnelle que de toute façon, l'erreur va être présente. Et c'est pas. Dès que je suis dans des processus d'influence réciproque, c'est que j'accepte de manière inconditionnelle que je suis influencé et donc de toute façon, je vais avoir à m'ajuster et que je ne peux pas le faire à 100%. Ça, c'est une impossibilité. Mhm. Et je vais même aller plus loin. C'est que la confiance va s'installer quand je vais pouvoir, quand certaines de mes réponses, mes attitudes peuvent être des erreurs, quand la personne dite patiente peut faire des choses qui pourraient être perçues comme des erreurs, mais où ça ne va pas altérer le lien. Et que le lien va pouvoir au contraire permettre de traverser, de co-construire une expérience partagée, qui inclut la dimension de l'erreur. Mhm. Voilà ce que je répondrai. Oui, c'est-à-dire que en fait, ce que tu appelles l'expérience partagée, c'est en fait des allers-retours dans le dialogue permanent, avec parfois des tentatives maladroites. Et c'est à juste titre qu'à ce moment-là, Stern disait que c'est là le cœur du processus même relationnel et d'accordage. Et pour donner juste un petit exemple concret, tu viens me voir, tu es un patient, tu viens me voir et tu m'expliques quelque chose. Et à un moment, je vois que je fais une erreur. Le piège, ça serait de dire, moi, excusez-moi, là, je me suis trompé, je vais rectifier ce que j'ai dit. Non, ça, c'est pas bon. Mais plutôt de dire, je croyais ça, et toi, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. C'est-à-dire, on voit bien que là, la tentative, elle vise la relation, alors qu'autrement, je le vis comme une erreur et je dis je rectifie. Mais là, je suis dans une position qui n'est pas une position basse, on est bien d'accord. Eh Mais bien, c'est facile, hein? C'est facile de tomber dans le piège, là, hein. C'est très tout à facile de fait. tomber dans le piège. Et en même temps, je te dirais que dans l'exemple que tu donnes, j'aurais tendance à dire, si je dis quelque chose et que j'observe chez l'autre, donc chez la personne, qu'il y a, et c'est pour ça que c'est très important d'observer le langage non verbal, puisque le corps répond avant la conscientisation de l'acte. Et donc, Ouais. Mm. s'il y a un message qui est un message que je reçois en position comme un message de désaccordage, eh bien, à ce moment-là, je vais demander à la personne, euh, je demande à la personne si comment elle vit ce que je dis, comment elle réagit à ce que je dis, en lui disant, est-ce que c'est acceptable par vous? Nous partageons ce que vous, la manière dont vous avez reçu ce que je viens de vous dire. Et, euh, et que c'est de donner l'espace pour que la réponse vienne une réponse qui va permettre ensuite d'enrichir, de dérouler le processus. Et quand tu prenais l'histoire de l'échelle tout à l'heure, tu vois, pour moi, les échelles, c'est une valeur, c'est ça, c'est une valeur métaphorique. Si, C'est ça. si tu me demandes, voilà combien, bah, si tu réponds 4 sur 10, je vais te dire, si c'est en dessous de 5, je vais te dire, ah, et qu'est-ce qui, dans notre expérience, qu'est-ce qui, chez moi, et je peux même, tu vois, me décentrer, je peux dire, imaginons que voilà, je suis à quelqu'un et je suis là devant vous, qu'est-ce qui, chez moi, vous amène à mettre 4 sur 10? C'est-à-dire qu'on va ancrer le résultat sur quelque chose qui va être le témoignage de l'observation de la personne. Et c'est comme ça que petit à petit va se construire une expérience partagée qui va être suffisamment solide pour que la- pour que le scénario d'ajustement soit accepté par l'un et par l'autre. Et que c'est ça qui va enrichir la rencontre. Et comme tu l'as dit, nombre de fois, je donnais un exemple en formation. J'ai Mhm. proposé à une personne que j'ai, comme patiente, si elle acceptait de venir. Et j'ai fait, donc en formation, sur une formation sur le psychotrauma. Et j'ai délibérément fait exprès de lui demander de ne donner aucune information sur son histoire. Et j'ai proposé donc aux stagiaires qui étaient là que ce soit eux qui mènent les choses. Je me suis abstenu de toute intervention. Évidemment, même fois, ils sont tombés dans le panneau et ils ont essayé de rajouter, dans l'idée bien classique chez les thérapeutes, que plus on en sait sur l'histoire de la personne, et plus on va être compétent comme thérapeute. Et elle a déroulé, déroulé, déroulé. Elle a tellement déroulé qu'elle les a saturés. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, eh bien, on te remercie d'avoir fait cette expérience parce que on s'est rendu compte à travers cette expérience de l'erreur de vouloir demander, demander, demander jusqu'à s'enfoncer au lieu de poser des questions qui nous décentrent et qui nous permettent de rentrer dans une expérience partagée. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. C'est ça la question de l'erreur apprenante.
Si on est en position de savoir, il faut de perfection, de vouloir savoir, de contrôle pour agir. Il n'y a aucune possibilité de découverte, aucune possibilité d'enrichissement réciproque. Et pour moi, la thérapie, elle contient l'enrichissement réciproque. Une thérapie réussie, c'est un enrichissement réciproque. Mhm. Et pour la Bien sûr. personne patient dans son espace de vie, et pour le thérapeute dans son expérience et dans Et son dans sa vie, parcours, bien dans sûr. sa vie. Mhm. Si tu veux rebondir. Alors, je vais rebondir avec François Roustan parce que c'était quand même un personnage. François Roustan, et il a inspiré beaucoup de gens qui s'intéressent bien sûr à l'hypnose et à la psychothérapie. Psychanalyste de la première heure, comme on dit, mais même grand psychanalyste et en même temps qui s'en est écarté. Fini le divan, fini l'interprétation, fini l'idée qu'il faut toujours comprendre. Roustan n'aimait pas les certitudes, il n'aimait pas les dogmes et il n'aimait pas d'ailleurs les thérapeutes qui justement croyaient savoir. Alors, euh, l'erreur pour Roustan, c'est croire qu'on sait ce qui est bon pour l'autre. Il disait d'une certaine manière, et ça je me rappelle, non sans d'une certaine ironie, on connaissait toujours ce petit truc un peu mordant, le thérapeute doit devenir incompétent. Non pas parce qu'il serait nul, mais parce qu'il doit renoncer à vouloir diriger, justement. Il doit lâcher la barre, savoir du vouloir bien faire. Donc, l'erreur n'est pas un accident pour autant, c'est une illusion de contrôle, hein. Et donc, c'est en fait un acte de déprise. Et je trouve que c'est bien d'être dans cette posture d'une écoute non armée, du non-savoir, et en même temps, tenir ensemble peut-être cette vigilance que tu évoquais, c'est-à-dire dans l'observation, et en particulier dans les micro-mouvements ou les micro-signes du vivant qui sont chez la personne et qui sont avant la parole même, qui précèdent la parole. Ouais. Alors, est-ce que Donc, tu me permets de rebondir sur cette mhm. expérience dont tu parles? J'ajouterais que là où il y a une petite nuance par rapport à l'apport de Roustan, c'est d'abord que la première chose, c'est que la posture de non-savoir n'est valide que si ton savoir est en arrière-plan, car le non-savoir dans le non-savoir, ça donne rien. Donc déjà, la posture de non-savoir est un processus dynamique qui fait que tu remets ton savoir en arrière-plan et que tu renonces à mettre ta grille de savoir devant pour interpréter ce qui se passe à travers ta grille de savoir. Donc ça, c'est une posture d'acceptation et d'accueil inconditionnel, la Ouais, posture de non-savoir. Et la deuxième chose, où j'ajouterais quelque chose qui me semble fondamental, c'est que tout le travail du côté du thérapeute va avoir comme fonction d'être en capacité de visualiser la personne dite patiente dans le mouvement de la vie, dans son espace de vie. Sinon, il n'y a pas d'objectif et il n'y a pas de projet possible. Et donc, cette posture de non-savoir a comme fonction de permettre qu'émerge, tu vois, si par exemple tu es le patient devant moi, eh bien, que je puisse voir Gérard se déployer dans son mouvement de vie et mhm. pouvoir devenir acteur dans son espace de vie. Et ça veut dire que cette projection-là, quand elle va être présente chez moi comme thérapeute, ça, c'est ce qui amène le processus de séparation et ce processus de séparation qui va permettre à la personne, dans la mémoire et dans l'enrichissement de ce qu'elle a pu expérimenter justement à partir des essais et les erreurs dans le travail thérapeutique, qui va pouvoir l'enrichir dans son mouvement de vie. Ouais. Alors, d'accord avec la nuance, c'est plus qu'une nuance que tu apportes par rapport au non-savoir, hein. La question, c'est pas effectivement de rien savoir, parce que là, on va pas faire grand-chose, mais le non-savoir est plus du côté de ce que Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, appelait la docte ignorance. C'est-à-dire que, en fait, il savait Voilà. énormément de choses, mais à un moment, il Mm. arrive à une limite, et là, le savoir est en arrière-plan, et il est dans Oui, une autre qualité d'écoute et d'ouverture, voilà. ah, Alors, d'accord. peut-être que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à un moment, bon, on voit bien avec Václavitch et d'autres qu'on parlait d'une co-construction. Mais quand on pense à Roustan, moi j'ai toujours été interpellé par ce que dit François Roustan. Il dit, c'est même pas de la co-construction qu'on fait à ce moment-là, c'est une déconstruction douce, et en particulier douce de l'idée qu'on aurait quelque chose à réussir. Et quand on arrive à ça, je sais par exemple en addictologie, ce dont je me méfie le plus, c'est de mon désir de voir l'autre s'arrêter de boire, par exemple. Ah oui. Eh oui, donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et si on le garde précieusement en soi, ça va nous, ça va nous permettre d'éviter certaines attitudes qui, à mon avis, sont des contre-attitudes, quoi. Mhm. Alors, quand tu parles, je crois que ça, c'est la question centrale
On oublie tout le temps que les pratiques, comme la systémique qui vient de Palo Alto, est dans la philosophie américaine de la philosophie de l'action et pas la Mhm. philosophie de l'intention. Nous, notre culture est dans la philosophie de l'intention, beaucoup plus que dans la philosophie de l'action. Et c'est quelque chose d'essentiel, me semble-t-il, car la philosophie de l'action amène, amène inévitablement à une vision culturelle, sociale sur un mode adaptatif. Or, dès que la problématique de la personne a envahi son espace de vie, pour redevenir chronique et encore plus l'amener en position existentielle, la vision adaptative est inopérante, puisqu'il faut changer la manière, la relation à la vie, l'amener à changer sa vision et la relation à la vie. Et, si tu veux, dans l'approche, en tout cas dans ma vision des choses, pour moi, il est clair que ce qui fait de nous des êtres vivants, c'est la capacité à entrer en relation. C'est la relation Mhm. qui fait des êtres vivants. Donc en fait, nous sommes des activateurs de représentation de relations qui construisent nos représentations, qui construisent notre culture, qui construisent nos sociétés. Et comme on a le deal inévitable que nous sommes à la fois des êtres de singularité et d'appartenance, ça veut dire que nos constructions sont tout le temps, tout le temps, tout le temps dans un processus de rencontre dans lequel c'est les formes d'ajustement et nous oublions tout simplement que ce qui va nous venir familier, ce qui va nous venir routinier, c'est ce qui devient des ajustements réussis. Mais si on reste dans ces ajustements réussis, qui sont d'ailleurs dans le temps, et la vie sait nous le dire, si ça reste des ajustements réussis, ça devient mortifère, car on a besoin de nouveautés. Et la nouveauté, la découverte, ne peut pas passer sans l'apprentissage de refaire l'expérience d'ajustement, c'est-à-dire de prendre appui sur les erreurs. Tout à fait. Et, et, et donc, je crois que si tu veux, ce qui est d'abord premier pour moi dans la thérapie, c'est, comme tu le dis, de déconstruire les représentations qui viennent bloquer le jeu relationnel et un jeu relationnel qui permet l'ajustement, la rencontre, le témoignage, la narration, le partage et l'enrichissement réciproque. Et effectivement, la déconstruction des représentations mentales, la déconstruction des croyances, la déconstruction des agirs qui viennent justement bloquer l'ajustement et le processus relationnel et l'expérience d'authenticité. Mhm. Complètement Et le d'accord. problème, c'est qu'on ne peut pas la décréter, on ne peut pas les décréter. Comme la résilience, ça ne peut pas se décréter. Comme la résilience ne peut pas se décréter, Ouais. effectivement. Et je crois que c'est là où on a une difficulté majeure dans notre culture et qui vient bloquer, me semble-t-il, et qui probablement participe du développement du trauma et particulièrement des traumas complexes dans la société, c'est qu'à partir du moment où on est dans la performance, dans la perfection, dans l'obligation de réussite, dans l'obligation d'adaptation dans la représentation sociale, on est dans des processus de survie. Et dans les processus de survie, l'erreur n'est plus l'erreur, ça devient la faute. Et la faute, elle peut même devenir mortelle. Alors, justement, si je peux rebondir là Vas-y. et convoquer Donald Winnicott, qui est un de mes psychothérapeutes préférés après Eric Bardot. Non, non, mais Donald Winnicott, moi, vraiment, c'est toujours un moment merveilleux de le lire parce que d'abord, il écrit de façon extrêmement claire et il aborde une question où je vais t'interpeller un peu là-dessus parce que on a quand même pas mal de patients où on voit que les zones blessées sont dans l'archaïque. Hein, c'est très subtil. Et dans l'archaïque, eh bien, il y a quelque chose qui peut réactiver ces blessures profondes d'abandon, d'intrusion, et où le patient régresse, attaque, se replie. Et là, parfois, on a des relations tendues, relations patient-thérapeute. Et là, ce que nous dit Winnicott, ce que je trouve très intéressant, c'est que là, je dirais, le rôle du thérapeute, c'est d'être là, de tenir, de contenir sans fuir.
C'est et ça. que ça devient un moment clé. C'est-à-dire que le patient découvre que l'autre ne disparaît pas sous la colère, qu'on peut même être en lien et même dans le chaos, et que le lien, il Oui. tient. Et ça, c'est fondamental. Et je le vois chez beaucoup de patients, en particulier dans des problématiques addictives, mais pas que, quoi, hein. Je vois chez pas mal de jeunes, euh, ils peuvent se mettre, ils peuvent se mettre en colère, ils peuvent agresser, et nous, on reste là, quoi. On reste le gardien de ça et du lien. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est des expériences, je trouve, très importantes, quoi. Et Et je vais, qui nous transforment, hein. Mhm. et je vais rebondir sur ce que tu dis. Cette manière de contenir, je l'appelle la contenance et non pas la contention, Oui, c'est c'est-à-dire la ça. capacité à envelopper. Or, tout ça n'est possible que par le travail d'ajustement du thérapeute qui, dans le déséquilibre, met en œuvre ce qui va lui permettre de revenir dans cette posture de contenance et dans cette posture d'enveloppement. Et donc, effectivement, quand c'est ce mouvement qui va permettre que la personne prenne confiance dans la relation, parce que justement, l'autre n'est pas détruit par ce qui l'abîme, le détruit et l'envahit. Ouais. Mais ça, c'est le travail du thérapeute par rapport aux effets en retour de ce qui est en train de se passer et qui inévitablement crée une position de déséquilibre chez lui. Ouais. Et Et puis, Mhm. l'expérience pour moi, l'expérience que dans l'apprentissage du processus de thérapeute, l'expérience c'est dans l'acceptation inconditionnelle justement, de pouvoir prendre appui sur l'erreur, de pouvoir se réajuster et que cette expérience d'acceptation inconditionnelle du déséquilibre, de ce jeu de déséquilibre et de rééquilibre, eh bien, t'amène à prendre confiance dans le fait que, eh ben, tu peux accepter. Tu vas prendre appui sur l'erreur comme une ressource, tu vas prendre appui sur le déséquilibre comme une ressource, tu vas prendre appui sur la dissonance comme une ressource pour déployer le processus thérapeutique. Et c'est ça qui est fascinant et merveilleux, me semble-t-il. Si je peux Mhm. me permettre de rebondir, c'est intéressant parce que quand on regarde si je me souviens bien, ne serait-ce que le sens étymologique du mot erreur, puisque à la Mhm. proposition de cette thématique, je disais, mais finalement, ça veut dire quoi? Enfin, étymologiquement, c'était quoi? Errer, enfin, l'erreur, c'est le fait d'errer, en fait. Alors, je fais le Oui, lien avec ce que vient de dire Eric, c'est-à-dire que euh, l'erreur est inévitable si on part dans cette direction-là, elle est apprenante. Notre plus grande difficulté en tant que thérapeute, c'est d'en faire une opportunité. En fait, Mhm. tu disais de s'appuyer dessus, Mhm. euh, mais pour pouvoir s'appuyer dessus, c'est déjà commencer par j'entendais, se connecter aux oui, effets, mm, déjà chez soi, on va dire, euh, de l'expérience, de ce qui est identifié comme une représentation, c'est-à-dire qu'on appelle erreur, en fait. C'est là, ça serait une des premières démarches à faire avant ou plutôt que de chercher à lutter, se débattre, là où le modèle nous emmènerait plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la position euh, expertale, d'expert par exemple. Ça serait la position d'expert, monter en position haute. Ça, c'est une réponse qui n'est pas une réponse apprenante, enfin, on pourrait dire quand on se connaît face à l'erreur, d'une certaine manière. Donc ça commence par déjà percevoir les effets chez soi. Je peux donner juste un petit exemple avec euh, je me rappelle avec un de mes petits-enfants, et il jouait donc avec la boîte, les trous, etc. Et il mettait les objets en essayant de trouver le bon trou pour le bon objet. Je me suis approché pour rentrer avec lui dans un jeu partagé. La première chose que j'ai fait, c'est pas de mettre l'objet dans le bon trou. J'ai joué à le mettre dans le mauvais trou. Et en jouant à le mettre dans le mauvais trou, je lui ai fait oh. Et il m'a regardé en rigolant. Et à ce moment-là, on a commencé à jouer, à mettre les pièces dans les mauvais trous. Et petit à petit, on s'est ajusté à mettre les pièces dans le bon trou. Et c'est en jouant à mettre les pièces dans le mauvais trou que la rencontre a eu lieu et qu'on est rentré dans un espace de jeu partagé. J'aurais mis dans le bon trou, bah oui, c'était le bon trou. Mais je suis pas sûr qu'on aurait joué pareil.
C'est-à-dire, comme disait Stéphane, la posture de sursavoir, la position haute, elle peut être sécurisante dans un premier temps, en disant, voilà, là, j'ai quand même quelqu'un en face de moi qui sait ce qui va être bon pour moi, mais c'est totalement étouffant, quoi. Il faut Tout ces à petites fait. erreurs, ces petites maladresses qui C'est permettent au ça. patient de tester le lien d'une part et de Mm. découvrir qu'il peut survivre à la frustration et que donc là, il y a un espace de jeu, comme disait Winnicott, et le Tout à jeu est fait. très important, quoi. Oui, Donc, en fait, on est dans le théâtre des erreurs. voilà, le théâtre des erreurs. C'est une belle image. Est-ce qu'il y a des questions, Stéphane? Branche mon micro. Oui, oui, il y a quelques questions et réflexions. Alors, je vais essayer de condenser un petit peu. Euh, oui, notamment Marinelle qui nous parle, qui nous dit du côté des patients, le problème, c'est que enfin, c'est pas forcément un modèle classique et c'est pas si évident que ça que d'avoir en face de soi des thérapeutes, des soignants qui jouent le jeu de l'authenticité euh, et en face, du coup, du côté patient, ça peut leur être difficile parfois d'avoir soi-même des soignants qui sont dans cette posture-là, c'est-à-dire d'accueil, d'acceptation aussi de ce qu'on a appelé l'erreur, mais enfin bon, avec tous les entre guillemets qu'on a pu mettre et que on pourrait dire d'une certaine manière, c'est plus un commentaire, mais ça fait partie intégrante du travail et du processus thérapeutique, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est pas juste d'être, comme on pourrait dire, vous avez fait plusieurs références, d'être accordé. Bon, bah, tant mieux, mais on pourrait presque dire, bah, si on est accordé en permanence, ça nous fait une belle jambe mais Mm. c'est la capacité à y revenir. Tout à l'heure, on C'est parlait ça. de réaccordage, et c'est ces moments critiques. Je crois que Stern parle aussi de moments critiques en thérapie, hein, au sens positif du terme, c'est-à-dire c'est cela, c'est ces micro-moments en fait qui sont le plus apprenant. Donc ça, c'était plutôt une réflexion un petit peu globale. Il y a une question qui est venue, peut-être je ne sais pas, plus technique, si vous avez des idées ou des choses qui vous viennent à travers cette question, qui est euh, est-ce que quand on fait la différence, souvent, ça a été évoqué un peu l'erreur et la faute. Et est-ce que la différence entre erreur et faute euh, se joue principalement au niveau de l'intention, en fait? Vous voyez, c'était ce qui va nous amener à définir ce qu'on appelle une erreur ou ce qu'on appelle une faute. Est-ce que c'est une question d'intention au démarrage, en fait? Le regard qu'on porte sur et les différences qu'on peut en faire entre les deux. C'est un peu ça se pose Ah, la question. Erreur et je- faute. ouais, mais je suis d'accord avec cette idée Similitude, différence. d'intentionnalité. Pour Ouais. reprendre ce que tu disais, Stéphane, par rapport à l'étymologie du mot erreur, errance, erreur, c'est quand même le lot de la condition humaine. Et je pense à cette formulation que je cite souvent du rabbin Aram de Brachelot, qui disait ne demande jamais ton chemin à quelqu'un, sinon tu pourrais pas t'égarer. C'est ça. C'est fort quand même, hein? Oui, c'est fort. C'est fort parce que. Et après, il disait souviens-toi de ton futur. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans la déconstruction et la co-construction. C'est-à-dire que d'une certaine manière, eh bien, je crois qu'il faut accepter justement ces notions de risque, de découverte, parce que, comme dit la sagesse orientale, hein, si vous fermez la porte à l'erreur, eh bien, vous ne laisserez jamais rentrer la vérité en vous. Elle est forte, cette phrase aussi, hein, mais elle est vraie. Je pense que le problème c'est que la vérité est vraie, si j'ose dire, le fait d'être vrai, ça devient quelque chose qui n'accepte pas une espèce de tolérance molle, quoi. Voilà. Quand quelque chose est vrai, point, c'est tout. En vérité. Mais Et, et ça, on le sent chez les patients quand ils disent à un moment euh, quelque chose dont on sent que c'est vrai, que ça résonne, eh bien, ça résonne en nous de la même manière, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même à l'heure de l'information continue, de l'immédiateté pulsionnelle, des chemins de traverse. On a des corps sans pensée et des pensées sans corps. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'homme est devenu un peu un ruminant à force de brouter toujours les mêmes pâturages. Ouais, donc, je crois qu'à un moment, il faut prendre le risque de cette rencontre, ce que tu dis, oser la relation,
Et oser la relation, c'est accepter le théâtre des erreurs, de ces petits Oui, désaccordages, de cela, à la condition d'être le gardien du cadre, au oui, sens de tenir, contenir, maintenir. Voilà. c'est ça. Hmm, Mais ça me semble vraiment important car aujourd'hui, quelque chose que je trouve de difficile, et on le voit dans la vie quotidienne, c'est cette intolérance qui s'installe à l'erreur. Et la technologisation de la société elle impose de manière à l'adéquation ou l'obligation d'ajustement de la personne humaine à la technologie, euh, impose un perfectionnisme qui fait que l'erreur naturellement humaine peut être disqualifiée. Je pense, là, on est bientôt dans notre déclaration d'impôt. Mais combien de personnes ont des difficultés à aller déclarer leur impôt par informatique? Combien de personnes vont faire des erreurs? Et comment ça va être stressant d'avoir la peur d'être sanctionné pour l'erreur, alors qu'en fait, c'est normal de se tromper, quoi. hmm. Et je trouve que dans nombre d'actes de la vie quotidienne, combien je vois maintenant de mamans qui ont la trouille, ou de parents qui ont la trouille de mal faire avec leur enfant et qui sont avec la faute, la menace de la faute en permanence. Et on oublie que la faute, elle est toujours liée à une grille qui vient d'en dehors de soi. Mhm. Et je vais même aller plus loin, c'est que je pense que pour prendre appui sur l'erreur comme ressource, ça nécessite de prendre appui sur son intériorité. Alors que la faute, c'est toujours un regard, un langage extérieur qui vient te dire que c'est pas OK. Mhm. Et pour moi, c'est une vraie question aujourd'hui, y compris dans l'environnement sociétal. Et puis alors avec les réseaux sociaux, parce qu'on le voit bien euh, chez les ados par exemple, ou chez les enfants, la moindre erreur peut devenir une source de disqualification. C'est terrible, quoi. C'est- ça peut se transformer en une guillotine sociale à l'extrême. On le voit bien dans les scénarios de harcèlement. Et donc, je crois que c'est vraiment quelque chose aussi de très fondamental et très écologique que de revenir sur la question. Notre humanité, c'est l'erreur. L'erreur apprenante, comme oser trébucher pour... Tiens, ça me fait penser, les études qui ont été faites, c'est qu'un enfant pour apprendre à marcher, il se casse la figure, semble-t-il, une moyenne de 2000 fois. Il apprend pas du premier coup. Et on dit qu'un bon cavalier est tombé 100 fois. Et alors, on dit qu'un bon cavalier est tombé 100 fois, oui. Enfin, vaut mieux éviter quand même parce que Ou enfin, Gérard, je vais te faire une confidence. Même si tu évites, oui, non, je sais d'expérience. Alors, est-ce qu'on pourrait dire finalement que l'éthique de l'erreur, c'est l'éthique de l'humilité d'une certaine façon, c'est-à-dire de cette posture qui se oui, développe au fil du temps dans la relation où on apprend enfin on apprend, on découvre cette humilité en nous. C'est pas, je dirais qu'on la découvre plus qu'on ne la crée. Enfin, au fond, c'est quelque chose qui est peut-être là en nous, qui est au fond de nous-mêmes, mais qui se révèle à travers justement ces expériences d'accordage, de désaccordage, tout à de fait. voilà. Mm. Et puisque tu parles de l'éthique de l'humilité, je pense que ça fait partie des fondations de l'humain, et je dirais même que c'est l'éthique de la résilience, dans le Oui. sens Mm. où la personne résiliente, si on voit la résilience comme processus d'évolution, eh bien c'est justement celle qui va pouvoir prendre appui sur les événements de la vie et qui vont justement peut-être amener des réponses inappropriées, pas ajustées, mais qui va pouvoir rebondir sur l'apprentissage en retour lié à ces réponses pour pouvoir orienter, euh, comment dirais-je moi, son expérience de vie dans une autre direction. Et je crois qu'on a vraiment, comme tu le dis, à retrouver l'erreur comme erreur apprentissage, erreur ressource, comme faisant partie des fondations de l'apprentissage chez l'humain. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit pas pareil chez nombre d'animaux, hein.
Moi, une des Oui, choses qui m'a peut-être le plus apporté là, c'est effectivement les groupes Balint. Parce oui, que dans les groupes Balint, on a effectivement ces retours, parfois d'ailleurs un peu choc, hein. Je cite cet exemple-là, quand j'étais avec Lucien Israël au séminaire d'Annecy, à un moment, il y a un médecin, un collègue qui raconte, chacun a amené un cas difficile, où on avait eu des difficultés. Alors il raconte le cas d'une patiente, je me rappelle, qui avait des douleurs un peu erratiques, enfin bon, enfin le truc, c'était assez diffluent comme récit, mais bon. Et puis il disait qu'il était coincé, qu'il savait plus quoi faire, quoi. Voilà, bref, et que en même temps, il trouvait cette patiente attachante quelque part, mais qu'il ne savait pas comment répondre. Et puis à un moment, Lucien Israël, alors il faut, il fallait voir le bonhomme, hein, il était très grand avec une voix qui faisait vibrer le plancher, et il dit, mais alors, oui, et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il lui dit. Bah, lui, un peu coincé par la question qui le forçait un peu, il dit, bah, je pense que on avait affaire à une névrose hystérique. Et là, ben Lucien Israël voilà, dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Et je me rappelle, ça crée de- une espèce de vague, là, de tsunami émotionnel chez tous les participants, où là, on a compris que, attention, le danger, c'est de catégoriser, c'est d'enfermer dans une Ah oui. étiquette, et voilà. Et là, on n'est plus dans on n'est plus on n'est plus dans le lien, quoi. Ben oui, on n'est plus C'est dans une le belle lien. expérience, ouais, ouais. Donc, ce qu'on est, si j'entends, on est en train de, pour faire un plagiat, à travers vos propos, on est plutôt dans une sortir de enfin, inévitablement en tout cas, sortir l'erreur de la faute ou de la culpabilité ou de la Ouais. culpabilisation. euh, et vous êtes en train de prôner une éloge une éloge de l'erreur. On peut dire comme ça, du moins, oui, une Oui, éloge de l'erreur en tant qu'elle n'est pas une faute, justement. Mm. oui. Elle est une tentative, elle est, voilà, enfin oui, ouais, ouais, c'est très juste. Et, et, et qui fait partie, je le répète, de notre apprentissage premier, de notre processus d'apprentissage premier. Mhm. Bah oui, la preuve, Woody Allen disait, des erreurs, j'en ai fait. D'abord, je suis né. Première erreur, disait-il. J'en Ouais. appelle à. Alors, je sais pas si, bon, je sais pas s'il y aura une réponse, hein, c'est un peu comme ça sur le vif, mais la question que j'avais envie de vous poser, là, qui me vient spontanément tout de suite, c'est si on reste ne serait-ce que dans le champ de la thérapie, quelle est l'erreur dont vous êtes dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Moi, Moi, je peux. Vas-y. je peux raconter une histoire d'un patient qui vient un peu avec la pression dans le dos parce qu'il y a une injonction de justice, parce qu'il avait perdu son permis et il avait un problème d'alcool, bien sûr. Il était pris avec un taux d'alcool, enfin d'alcoolémie. Et donc, il vient en thérapie. Mais il vient pour un suivi. Mais manifestement, il n'est pas du tout. Euh, il est poussé dans le dos, c'est pas son désir, c'est pas sa motivation, c'est pas sa demande. Mais je suis un peu piégé des peurs dans un premier temps parce que moi j'ai euh, mon éthique sur l'alcool, c'est pas bon pour la santé quand même. Puis il y a l'entourage, et il était quand même dans des états d'alcoolémie où effectivement il est susceptible d'entraîner un accident. Enfin, il y a plein de choses qui vont dans ma tête, qui tournent, et j'ai envie d'être le médecin, quoi, le médecin alcoologue euh, qui va essayer de rectifier les choses. Mais à un moment, je vois que de toute façon, le lien ne se fait pas, ça n'accroche pas. Et puis, je lui pose la question toute simple. Alors moi, pour moi, c'était une erreur parce que liée à mon incompétence technique du moment. Je lui dis, mais est-ce que vous pouvez me raconter un souvenir qui a fait pour vous sens dans votre vie, c'est-à-dire soit un loisir, soit quelque chose qui vraiment a amené un plaisir énorme. Enfin, ah, il me dit, oui, je vais vous raconter. Je fais la pêche au marlin. Tous les ans, je vais pêcher le gros poisson, etc. Et il commence à détailler comment se fait la pêche, etc., comment on met les lignes. Enfin, il me raconte tout ça. On crée une histoire de récit sur la pêche au marlin. Et enfin, on rentre dans une métaphore.
de la pêche à la ligne, du poisson, le contenu psychique qu'on ramène, enfin, toutes sortes de choses. Et au bout de quelques séances, il me dit, je vais vous raconter un truc qui va vous étonner, docteur. C'est que je n'ai plus du tout, je suis totalement abstinent. Il n'y avait pas de prescription particulière. Il est devenu totalement abstinent et il m'a dit c'est grâce au fait que j'ai pu vous faire le récit de la pêche à la ligne. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il m'a amené des albums photos pour m'expliquer exactement comment ça se passait et comment ça se passait avec l'équipe sur le bateau sur lequel il était. C'est-à-dire qu'il a recréé un récit qui faisait sens pour lui, complètement décalé par rapport à l'alcool, hein. Ça n'a plus rien à voir, sauf qu'on était quand même dans un univers liquide. Et dans cet univers liquide, à travers la relation thérapeutique qui s'était créée, qui était quand même un peu en décalage, il a trouvé un point de butée, si j'ose dire. Il y avait quelque chose qui avait un repère un peu plus solide. Et en fait, il dit que c'est ça qui l'a aidé. Alors que si j'avais abordé frontalement la question de l'alcool, ben ça passait pas, quoi. Voilà. Donc, on est parti sur une route de déviation. Ben, en même temps, moi, ça m'a informé de quelque chose, c'est-à-dire la capacité qu'on a à un moment d'être capable de se détourner un peu de l'objectif qu'on s'était fixé, mais qui n'est pas du tout en accordage avec le patient. Et le fait Mm. de prendre un délégué narcissique, tiens, Stéphane, est-ce que je peux raconter l'histoire de quelqu'un alors que tu viens me raconter un problème je vais te raconter l'histoire d'Éric. Alors, j'ai justement Éric, voilà. Et là, on rentre dans quelque chose où tu vas trouver dans le récit d'Éric des choses qui te parlent, et là peut se construire quelque chose. Mais au fond, quand je disais théâtre des erreurs, c'est un peu l'improvisation, c'est un peu la créativité, mais c'est surtout le jeu dont parlait Winnicott, quoi. Et comme disait Eric tout à l'heure, le jeu, le tout pour qu'il y ait un nous, quoi. Voilà, pour qu'il y ait un lien véritable. Et au fond, c'est le lien qui soigne. La maladie Tout à addictive, fait. c'est une maladie du lien. La thérapie, Oui, c'est une thérapie du lien, quoi. Hmm. c'est ça. Alors, je vais partager, après ton expérience, je vais partager un souvenir. C'est avec une jeune patiente, on va dire qu'à 25 ans, on qualifierait d'une pathologie borderline avec alcool, passage à l'acte, toxique, etc. Et elle alternait, un coup elle venait au rendez-vous, le coup d'après elle venait pas, etc. Et à un moment, je ne sais plus, c'était le sixième ou septième rendez-vous, c'est moi qui ai oublié le rendez-vous. Et alors, quand elle est arrivée, euh, j'avais clairement oublié le rendez-vous. Elle est rentrée évidemment dans un accès de colère en lien avec l'activation du vécu abandonnique chez elle, quoi, mais dans un accès de colère. Et là, j'ai eu un moment de déséquilibre où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me mets en position haute et je lui dis, dites donc, t'as vu le nombre de rendez-vous que tu as oubliés? Ou est-ce que je... Et en fait, ça vacillait. Et je lui ai dit, sincèrement, je lui ai dit, bah, écoute, excuse-moi, j'ai oublié. Et c'est vrai que tu as raison, j'aurais pas dû oublier. Et je lui ai dit à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, si c'est vraiment inacceptable pour toi, bah, écoute, on arrête. Si tu peux accepter que j'ai oublié, bah, tu rentres. Elle est rentrée et ça a été... et après, elle a pu oublier un rendez-vous, quoi. À renforcer le lien. Mhm. Ça a renforcé le lien. Mhm. Et il y a eu ce moment, hein, que j'ai très bien senti, où c'était entre deux chez elle, entre est-ce que je m'en vais ou est-ce que je rentre? Ben, à ce moment-là, je lui donnais la responsabilité, ça lui donnait la responsabilité de prendre position entre où s'en aller ou rentrer. Mhm. Et ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, l'authenticité chez moi faisait que c'était parfaitement OK qu'elle rentre, c'était parfaitement OK qu'elle s'en aille. Mais il n'empêche qu'on ne peut jamais être garant de pouvoir prendre cette position. Mhm. Voilà l'exemple que je donnerais pour illustrer le propos. Oui, donc face à l'erreur ou à côté de l'erreur, ce que vous évoquez dans vos exemples, c'est cette capacité, euh, j'allais dire, bon, j'ai deux mots qui me viennent, quoi, c'est-à-dire faire preuve et travailler cette fameuse flexibilité euh, Oui, qui nous demande un travail de toute une vie en tant que thérapeute, en tant qu'humain, mais en tant que thérapeute, peut-être en particulier, et d'être en capacité, et qui permet d'être en capacité, vous l'avez dit à plusieurs reprises, d'une certaine manière de pouvoir communiquer, ou plutôt à ce moment-là, méta-communiquer sur
ce qui se passe chez chacun sur ses propres effets et de les partager euh, lorsqu'il y a un point de ce qui pourrait ressembler à un éventuel point de rupture ou de C'est blocage, ça. euh, Je- voilà. Et de devenir un modèle apprenant. Et pour être un modèle apprenant, C'est c'est ce ça. que vous dites, il faut être un modèle avec ses imperfections. Accepter son erreur et se réajuster. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais qui me semble important chez le thérapeute. C'est aussi de dévoiler sa propre vulnérabilité, de montrer que sa propre vulnérabilité peut être une ressource et non pas quelque chose qui effondre. Mm. Or, dans la représentation de même de patients, toucher la vulnérabilité, c'est une menace d'effondrement, c'est une menace d'atomisation. Donc, quelque part, tu as raison, Stéphane, à partir du moment où le thérapeute ou la thérapeute prend la responsabilité Mm. et témoigne de sa propre vulnérabilité, prend appui dessus, c'est modélisant pour le patient. Ça, c'est clair. Mm. Je sais pas ce que tu en penses, Gérard. Bah, je pense que effectivement, les erreurs à ce moment-là sont des portes de la découverte, tant pour le patient que pour le Oui, thérapeute. Que là, mm, c'est une occasion, mais faut-il l'accepter, quoi? Faut-il à ce c'est moment-là ça, accepter sa propre vulnérabilité? Et c'est là c'est où c'est ça. pas facile. Ça dépend Non, de la fatigue dans laquelle on est, c'est ça, ça dépend du conflit qu'on a pu avoir dans sa vie privée. c'est Enfin, il y a ça, toutes sortes de choses, ou de la déclaration d'impôt qu'on n'a pas fait, qu'on va faire. J'en c'est sais rien. ça. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui peuvent Oui, parasiter le climat intérieur qui fait que tout bah, à fait. parfois c'est pas évident, quoi. Mhm. Je partage. C'est pas évident, mais je crois que ce que tu dis, même par rapport à cette petite anecdote ou cette historiette, par rapport à la jeune femme là, qui était dans la colère, etc., avec un profil un peu limite, mais c'est que dans la mesure où on reconnaît les choses, dans la mesure où il y a quelque chose qui est dans l'authentique de la reconnaissance, C'est ça. ah, rien n'est perdu, quoi, comme on dit. Voilà. Non, c'est Ouais. ça. Ça me paraît fondamental quand même. C'est ça. Ouais. Est-ce que ce serait un bon mot, le mot de Gérard pour clore ce Ah, webinaire? pardon, oui, mon micro était coupé, j'étais exactement en train de dire la même chose, que ce serait un bon moment. Je crois sur ces mots qu'on puisse se séparer en lien pour ce Eh soir, bien, nous allons vous en vous remercier pour votre remerciant, écoute. hein, en remerciant Gérard et en remerciant Eric de leurs Merci Stéphane. échanges, vraiment. Merci Gérard. Merci, merci à toutes et tous. Bien, au plaisir de se On se retrouver retrouve. avec les webinaires Mimétis. C'est toujours un bonheur. Bon, Et Merci. Gérard participera au prochain congrès. absolument, fidèle. Ah, je savais pas. Non, non, si, je savais. Allez, bonne Mais Allez, bonne soirée. soirée. faites attention Ah, que ça soit pas une erreur. c'est ça. Bonne Allez, soirée à tous. à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.